On va finir aujourd'hui avec le Trooper. Alors le Trooper, c'est donc une chaîne YouTube spécialisée dans les tropes scénaristiques, donc tout ce qui est scénario, construction d'histoire, développement de personnages, etc. Qui est vraiment très bon. D'ailleurs, si jamais vous l'avez jamais vu, regardez la vidéo sous un pluie d'applaudissements, ainsi s'éteint la liberté. Elle est vraiment excellente. Et on va regarder aujourd'hui une vidéo qu'il a fait sur Balthazar Picsou, qui s'appelle Le crime de haine de Balthazar Picsou, qui est vraiment excellente. Alors moi j'ai déjà vu plein de vidéos, mais je voulais vous introduire au Trooper si jamais vous connaissez pas sa chaîne, si jamais vous connaissez pas son contenu, son travail, c'est vraiment excellent. Vraiment, n'hésitez pas à voir, et si jamais ça vous plaît, on en refera d'autres sur d'autres sujets de pop culture, parce qu'il fait surtout de la pop culture, mais pas que. Et donc, on va voir ce que ça donne, ce crime de haine de Balthazar Picsou. Et c'est parti. Quand Karl Barks crée le personnage de Balthazar Picsou en 1947, il en fait tout d'abord un antagoniste pour Donald Duck. Un vieil oncle riche, aigri et isolé qui n'a aucune affection pour sa famille ou pour qui que ce soit. Basé sur le fameux personnage d'Ebenezer Scrooge, imaginé par Charles Dickens, Picsou, Scrooge McDuck de son nom original, n'était pas censé être plus qu'un personnage ponctuel qui ne serait utilisé que dans une histoire. D'ailleurs, si vous regardez bien, là, à l'époque, à ce moment-là, il fait quand même beaucoup plus penser à Gripsou, ce que va être Gripsou plus tard, que Picsou. Et ouais, Picsou, pour les plus vieux ou pour les plus fans de l'univers Donald, Picsou et compagnie, c'était un antagoniste, pas un méchant, mais un antagoniste à la base. Mais avoir un vieil oncle riche est un bon prétexte pour raconter des histoires d'aventure aux quatre coins du globe. Attendez, un globe avec 4 coins, c'est pas plutôt un tétraèdre? Ainsi, le personnage de Picsou réapparaît tout d'abord dans Le secret du vieux château, et ensuite dans Bombi le zombie. C'est dans cette troisième histoire du canard multimilliardaire qu'on apprend qu'il a, par le passé, commis un crime de haine. En effet, il révèle à ses neveux que si le zombie éponyme poursuit Donald, c'est parce que durant sa jeunesse, Picsou a engagé des mercenaires pour brûler un village africain ayant refusé de commercer avec lui. Une révélation qui ne devait pas choquer à l'époque, puisque l'oncle Picsou était encore présenté comme un personnage avare et sans scrupules. Il faudra encore quelques histoires avant que sa personnalité ne s'adoucisse et qu'il ne devienne l'aventurier héroïque que l'on connaît. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde kiffe Picsou, même si, il est avare, il a des défauts et tout. Il est cool, Picsou, tu vois, c'est le vieil oncle, un peu aigri, un peu radin, même énormément radin, mais qu'on aime bien ne pas aimer. On aime bien ses défauts aujourd'hui, et franchement, il est cool, qui n'aime pas Picsou aujourd'hui. Pourtant, cet élément de son passé n'a pas disparu avec les années. Qu'on le veuille ou non, ce personnage est né à une certaine époque et traîne avec lui des thématiques et des problématiques qui peuvent jurer avec l'image moderne que veut se donner Disney. Et ça, c'est très intéressant. Il va en parler plus longuement, bien évidemment, mais c'est très intéressant de se poser la question de quand ton personnage, peu importe le support, vient d'un temps éloigné, vient du passé, mais du vrai passé, pas d'il y a 10 ans, il y a 50, 100 ans, etc. Qu'est-ce que tu fais de certains aspects problématiques du personnage? Que ce soit des personnages comme James Bond, comme Batman, comme Zorro, comme Sherlock Holmes, etc., même Doctor Who. Qu'est-ce que tu fais de certains aspects qui, à l'époque, étaient banals, à l'époque étaient classico-classiques, mais qui aujourd'hui jurent dans la vision qu'on a de la société, dans les valeurs de la société, tu vois. Et ça peut être des trucs tout cons, ça peut être par exemple un personnage qui fume, parce que c'est cool, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les dangers du tabagisme, tout ça. C'est sa marque de fabrique de fumer des clopes. Ou même la pipe, pour Sherlock Holmes. Tu fais quoi avec le temps? Tu gardes la clope, tu gardes la pipe, tu gardes tout ça. Mais d'un côté, garder tout ça, ça fait que le mec, il reste cool avec sa clope, mais ça donne un message de merde quand même, de fumer, ça rend cool. Mais d'un côté, si tu lui enlèves, ça fait en sorte que le personnage, il est moins iconisé par son truc qui est censé être le truc du personnage. Ou alors, tu fais comme ils vont faire avec Picsou, et on va voir ça tout de suite. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question, de qu'est-ce qui est pertinent à garder avec le temps chez un personnage, qu'est-ce qui est pertinent à enlever, qu'est-ce qui est pertinent à garder mais modifier. Ça, c'est des aspects en tant qu'auteur qu'il faut penser. Oh, je serai toi, je ferai gaffe à ce que je dis. Mais voyons Mickey, jamais je n'oserais critiquer ta merveilleuse compagnie. Attention à toi. Oh, sinon je vais racheter ton cul. Ah. Derrière toi, des employés qui parlent de se paniquer. Quoi? Bande d'enflures communistes. Vous allez voir ce que ça fait de ramper. Allez, plutôt, attaque. Voilà, pendant qu'il a le dos tourné, on va parler du crime de haine de Balthazar Picsou. Aujourd'hui, Picsou est un gentil, c'est plutôt admis. Un personnage héroïque qui est défini par son adage « I'm Scrooge McDuck. I made my name being tougher than the toughies and smarter than the smarties. And I made my money square. » Oui, il a construit sa fortune honnêtement, comme tous les gens qui sont riches. N'oubliez jamais ça, les enfants. Construit sa fortune de façon honnête, sans exploiter personne, simplement en étant le plus fort, le plus malin et le plus astucieux. Ce qui est quand même quelque chose de très beau, et quand même une belle métaphore, c'est quand même une belle aspiration pour la jeunesse, de pouvoir se dire que grâce à seulement ses efforts, sa bravoure, son intelligence, son héroïsme, etc., il a réussi à devenir le canard / la personne la plus riche du monde. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas.
en fait. Faut jamais l'oublier, mais dans la vraie vie, tu ne peux pas devenir le plus riche, même pas riche tout court, sans exploiter les autres. À la rigueur, très blindé. Voilà, les millionnaires, je veux bien, sans exploiter les autres, peut-être, et encore, même pas sûr. Mais milliardaire, aucune chance. Tu n'as aucune chance de devenir milliardaire sans exploiter qui que ce soit. Parce que, devenir milliardaire, même Picsou, il dit qu'il a fait sa fortune honnêtement. Alors peut-être, mais est-ce qu'il n'a pas des employés? Il n'a pas des usines à lui? Et vu à quel point il est radin, est-ce que ses employés sont syndiqués? Est-ce que ses employés, ils ont une bonne paye? Quand on voit à quel point il paye Donald au lance-pierre alors que c'est son neveu pour nettoyer les pièces de son coffre, ce qui est quand même ultra aliénant, on peut se dire qu'il y a un doute sur le fait qu'il mette bien ses employés, Picsou. Mais bon, allez, on va dire que Crary, il est honnête. Malgré son avarice et son amour de l'or, il est surtout attiré par l'aventure, et il n'hésite pas à emmener ses neveux avec lui. Même ce fainéant de Donald a la chance de pouvoir polir les pièces de son coffre-fort pour rembourser ses dettes. Oui, voilà, j'avais oublié qu'il le disait, mais oui. Vous vous rendez compte à quel point c'est chiant. En cette image, nous avons la définition de l'aliénation, mesdames et messieurs. Soit ces traits négatifs sont plutôt devenus des sources d'humour aujourd'hui. Ce sont ses qualités et ses traits héroïques qui ressortent le plus. Ah mais c'est ça, Picsou aujourd'hui, il est considéré comme un héros, aventurier, etc., qui certes est radin, mais on l'aime un peu aussi pour ça, tu vois. C'est comme Sherlock Holmes qui est méga hautain, ou Dr House dans la même veine, tu vois. Dr House, il a certes ses défauts, mais ses défauts font partie limite de ses qualités, font partie des trucs qui font qu'on aime le personnage. Ça le rend moins lisse, et c'est pareil pour Picsou. Picsou est devenu riche car il est vertueux. On a d'ailleurs intégré l'idée qu'il était né pauvre et qu'il avait passé des années à construire sa fortune en quittant son Écosse natale. Il est devenu un emblème du rêve américain. Quant à sa caractérisation plus méchante des premiers comics, elle a été transfusée vers son ennemi juré, Gripsou. Lui est un mauvais riche qui exploite être riche et qui est condamné de par ses vices à toujours arriver à la seconde place derrière Picsou. Pour faire une comparaison foireuse avec l'opinion publique d'aujourd'hui, si Picsou c'est Bill Gates, Gripsou c'est Jeff Bezos. Et Mark Zuckerberg, c'est Filament, le petit robot à tête d'ampoule. Et cette vision d'un Picsou vertueux, elle est désormais dominante. Même si les comics italiens des années 80 avaient tendance à le rendre plus avare, le Picsou avec lequel les gens sont le plus familiers, c'est celui de la bande. La bande adhésive? Non, la bande à Picsou. En 1987, Picsou a droit à sa propre série d'animation. Qu'est-ce qu'elle était bien cette série, je l'ai pas beaucoup vue, mais le peu que j'ai vu, j'adorais, et bien évidemment, surtout, le film était trop cool. Je l'ai vu tellement de fois quand j'étais petit, j'adorais le film, il est magnifique, les musiques sont trop bien. Vraiment, si jamais vous avez jamais vu le Picsou et l'Homme perdu, regardez-le, c'est trop cool. Qui durera 3 saisons et aura le mérite d'avoir un générique qui slappe sa mère. Et on ouvre sur un gros plan cul de Riri Fifi et Loulou. Nickel. Et en 2017, une nouvelle version de la bande à Picsou est diffusée, avec notamment David Tennant dans le rôle. David, I love you, David. Ah, David Tennant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de goût, David Tennant, c'est bien évidemment le méchant l'un des méchants en tout cas de Harry Potter 4. Mais pour toutes les autres personnes, vous savez qui est David Tennant. Vous savez exactement qui est David Tennant. Mais par contre, j'ai pas vu le remake de DuckTales, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Je suis assez curieux. Ce qui lui donne non seulement le rôle principal dans la série qui fait mais aussi dans celle qui fait C'est une super série d'animation, on sent une forte inspiration de Gravity Falls, et je vous conseille fortement de regarder les deux. Franchement, regardez Gravity Falls, c'est génial. Et même si vous êtes adulte, au pire, vous arrêtez pas aux 4-5 premiers épisodes, c'est vraiment trop bien, ça passe tout seul, c'est génial, vraiment. Plus en VF, on a Donald Renew, Alexis Thomasian et Emmanuel Garigeau dans... Oh là là, mais que demande le peuple? Que demande le peuple de plus que ces 3 pointures? Mais oui, en plus David Tennant en plus, ah, je suis heureux. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que dans l'épisode 23 de la saison 2 de cette série, on voit apparaître notre bon vieux Bombi. Il est très intéressant de noter que les producteurs ont choisi d'adapter cette histoire en particulier, et surtout de voir comment ils l'ont adaptée. Car en effet, Bombi ne poursuit pas Picsou parce qu'il a commis un terrible crime de haine, mais simplement parce qu'il y a une malédiction qui vise la personne la plus riche de la Terre, peu importe comment elle s'est enrichie. Ça c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Si cette version du personnage de Picsou a réellement gagné sa fortune de façon honnête, et est une victime face à la malédiction de Bombi. Ce qui est logique pour une série d'animation visant un public jeune en 2017, vous me direz. Sauf que moi, ça me dérange beaucoup. Et moi aussi ça me dérange, déjà parce que tout ce qu'il va dire après, que je vais pas dire parce qu'il va le dire, mais aussi parce que ça donne quand même une morale de merde. Déjà oui, parce que on oublie le crime de haine qu'il a fait factuellement dans les livres, dans les BD, mais même sans parler de ça, le fait qu'on dise que Picsou n'a jamais rien fait de mal, que Picsou il est tout gentil, il est tout mignon, il est tout rose, et que, en fait, le pauvre riche milliardaire, on veut lui faire du mal alors qu'il a rien fait de mal. Perso, en tant que gauchias,
l'inverse, je trouve ça moyen. Mais bon, il y a un autre problème, vous allez voir. Il faut savoir que Picsou, c'est un de mes personnages de bande dessinée préférés. J'ai grandi en lisant ses aventures, je l'adore, je suis très fan de la série de 2017, mais je n'aime vraiment pas qu'on en fasse un héros irréprochable. Déjà parce que ça efface un petit peu d'où vient Picsou, et ensuite parce que ça fait oublier tout l'aspect politique et philosophique du personnage. Non mais tu vas pas nous dire que Picsou c'est politique. Faut arrêter de sniffer de la colle. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le créateur de Picsou lui-même. Je pense que la philosophie de beaucoup de mes histoires est conservatrice, dans le sens où j'ai l'impression que notre civilisation décline depuis 1910. Ils disent que les gens riches comme les Vanderbilt ou les Rockefeller sont viciés parce qu'ils ont accumulé leur fortune en exploitant les pauvres. C'est vrai. Je pense que chacun devrait être capable de monter aussi haut qu'il le peut ou le veut, tant qu'il ne tue personne ou n'oppresse pas les autres gens sur leur chemin vers le sommet. Un petit peu d'exploitation, c'est quelque chose que l'on voit dans la nature, on le voit dans la chaîne alimentaire. Tout le monde doit être exploité, ou exploiter un autre dans une certaine mesure. Oh là là, c'est terrible de voir à quel point, aujourd'hui, ce discours paraîtrait presque mou, presque modéré. Mais le pire, c'est que je le comprends un peu, ce mec, hein, à ce niveau-là. Du coup, Karl Barks, le créateur de Picsou, tu sens vraiment que c'est à l'ancienne, que c'est un vieux, mais surtout que c'est illusoire, en fait, son truc. C'est illusoire de croire que tout le monde peut devenir riche autant qu'il veut, autant qu'il exploite pas trop. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Ah oui, voilà. Je pense que chacun devrait être capable de monter aussi haut qu'il le peut ou qu'il le veut. Pourquoi pas, why not? Tant qu'il ne tue personne ou n'oppresse pas les gens sur son chemin vers le sommet. Le problème, c'est que tu es obligé d'oppresser les gens dans ce monde capitaliste pour arriver au sommet. Déjà, le fait de vouloir arriver au sommet est un problème en soi. Parce que arriver au sommet de ton art, arriver au sommet de ton sport, arriver au sommet de genre de truc, oui, pourquoi pas, mais au sommet du capitalisme, au sommet de la richesse, quel est l'intérêt en soi? Une fois que t'es devenu le plus riche, et alors? Qu'est-ce que ça change à ta vie? Est-ce que c'est ça qui va te rendre plus heureux? Est-ce que c'est ça qui va te faire toi une meilleure personne? Non, pas du tout. Et en plus, tu es obligé d'oppresser les gens, tu es obligé de faire des magouilles, tu es obligé de peut-être pas tuer, quoique, mais en tout cas faire en sorte que les gens se tuent à la tâche, ça oui, mais oppresser les gens, t'es obligé. Et oui, d'accord, il y a un peu d'exploitation dans la nature, mais l'exploitation dans la nature, c'est aussi d'un commun accord. Le fait qu'il y ait des oiseaux qui nettoient les dents des crocodiles, alors oui, d'accord, on peut dire qu'ils sont exploités d'une certaine manière, mais d'un côté, les crocodiles, ils ont moins de trucs entre les dents, et en même temps, eh ben, les oiseaux, ils bouffent. Donc il y a un échange. C'est pas de l'exploitation, c'est un échange. Ces choses-là ne me dérangent pas. Quoi? Le créateur de Picsou était un capitaliste? Je refuse d'y croire. Voilà, donc il n'y a pas de grosse surprise sur d'où vient le personnage, la politique qui est associée et les philosophies qui vont avec. Évidemment, Picsou est initialement un personnage conservateur et pro-capitaliste. En même temps, c'est un personnage Disney. Une de ses Bim. inspirations réelles, en dehors de Barks lui-même, qui a beaucoup insufflé de sa propre expérience dans Picsou, c'est l'industriel Andrew Carnegie. Né en Écosse dans un milieu ouvrier, émigrant d'Amérique, allant de petit boulot en petit boulot, s'éduquant sur son temps libre, jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches du monde. Carnegie, c'est le rêve américain sous sa forme la plus pure. C'est aussi une grande figure de ce qu'on appelle le Gilded Age, ou l'âge plaqué, dans le sens plaqué or, parce que dès qu'on grattait sous la surface, on découvrait vite que l'or recouvrait de la ferraille. Les grosses fortunes américaines cachaient toute une classe exploitée et affamée. Comment vous osez dire que les plus riches, dont les Américains, étaient en fait des gens qui manipulaient, qui opprimaient et qui exploitaient leurs prochains? Mais je ne peux pas y croire, my god. Et le pire, c'est que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, hein, et que les gens continuent à essayer de défendre le capitalisme, les capitalistes, en mode « Non mais il faut laisser tranquille les riches, il y a le ruissellement, gna 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 ». On le voit le ruissellement, waouh, qu'est-ce qui marche bien le ruissellement. Mais là où d'autres industrialistes comme Rockefeller étaient réputés pour, je cite le terme technique, s'en battre les couilles frère, Carnegie était un philanthrope. Il a notamment beaucoup milité pour sa vision de la fortune qui se divisait en deux étapes. Premièrement, faire fortune, et deuxièmement, redistribuer sa fortune pour le bien commun. Commun? Commune? Non mon Dieu. Pour Carnegie, la richesse n'avait aucun sens sans philanthropie. Il a investi des millions de dollars dans l'éducation, la recherche, les pensions de vétérans, bref, il représentait les valeurs que Karl Barks admirait tant. C'est beau quand même, franchement, quelle dévotion envers son prochain, envers les gens. Ah mais c'est vrai que si les riches, ils sont riches, mais qu'à côté, ils essayent de donner aux gens, de redistribuer, d'être reconnaissants envers leur richesse et de redonner aux autres, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce qui a énormément influencé Picsou. Mais Carnegie, il faisait également partie du club de chasse et pêche de South Fork. Et ça, c'est pas bien. T'as quoi contre la chasse et la pêche? Alors, un certain nombre de trucs, mais on s'en tape de mes états d'âme. C'est surtout que le club de chasse et pêche de South Fork, c'était un club de gens très riches qui avaient acheté le barrage de South Fork. Au-dessus du barrage, il y avait un lac vraiment cool pour pêcher. Sauf que c'était un vieux barrage qui nécessitait des travaux très importants pour son système de drainage. Mais le club a préféré bloquer le système de drainage pour pouvoir mieux pêcher. Et en parlant de pêcher, c'est quoi le 6e commandement déjà? Tu t'abonneras avec la cloche? Le 31 mai 1889, le barrage de South Fork rompt. Et l'inondation qui en suit cause la mort de plus de 2200 personnes.
En 1892, les employés d'une aciérie de Carnegie à Homestead, en Pennsylvanie, lancent une grève. Car alors que l'entreprise fait des profits records, ils voient leur salaire chuter. Tandis que Carnegie affirmait volontiers en public qu'il soutenait les syndicats ouvriers, il faisait tout en privé pour y mettre fin. Son représentant, avec son accord, alla jusqu'à engager et armer des gardes privés pour briser la grève. Finalement, c'est la milice d'État qui y mettra fin après 95 jours d'occupation. Et en réponse, Carnegie, grand défenseur des ouvriers, fera remplacer les ouvriers syndicalistes par des ouvriers immigrés non syndiqués. Yes! Et vous voyez les gens, c'est ça le problème en fait avec le capitalisme, avec la monopolisation des pouvoirs par une petite partie de personnes qui décident tout elles-mêmes, c'est que ils font ce qu'ils veulent dans leurs actes. Regardez Carnegie, il avait beau dire qu'il était pour les syndicats, qu'il était machin, que gna 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 gna, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il a brisé la grève, il a fait tuer des gens sont morts parce qu'ils voulaient pêcher. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, c'est pour ça qu'en fait on est contre le capitalisme, en partie. C'est pour ça qu'on ne fait pas confiance à la régulation du capitalisme, de l'exploitation, parce que si jamais eux, ils veulent décider de faire ça, ils le feront, quoi qu'il arrive. Et ça, faut pas l'oublier. Et que ce soit Carnegie ou même aujourd'hui, hein, parce que là on dit Carnegie, c'est des exemples de l'époque, et comme c'était à l'époque, eh ben, on peut plus facilement le voir, on en fait moins une affaire d'État, mais ça arrive encore aujourd'hui. Des gens qui disent qu'ils sont pour la paix, qu'ils sont moins pour l'oppression, gna gna gna, mais qui au final continuent à opprimer, à aliéner, à faire en sorte que les gens travaillent pour une misère. Il y en a plein comme ça. Et la plupart d'ailleurs, des gros chefs d'entreprise, je parle vraiment du big. Si je parle de ça, c'est parce que même Carnegie, le grand philanthrope, a fait de belles saloperies. Un capitaliste reste un capitaliste, le profit passe avant les vies humaines. Exactement, le profit passe avant les vies humaines. Le profit passe avant tout quand t'es vraiment capitaliste. Et c'est pour ça que les social-démocrates qui veulent juste comprimer le capitalisme, le réguler, tout ça, ça marche pas sur le long terme, parce que même si vous y arrivez par une petite loi par-ci par-là, ils auront toujours leur lobby, ils auront toujours leur pouvoir d'action, ils auront toujours leur thune pour influencer l'État. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir du capitalisme en soi. Même si c'est dur, même si c'est une utopie, il faut essayer. Mais Karl Barks n'était pas quelqu'un de naïf, et certainement pas idéaliste. Malgré ses convictions, c'était un cynique qui avait un regard critique sur tout. Il était au courant que sous une fine couche d'or, il y avait de la ferraille, souvent rouillée. C'est pourquoi même dans les histoires plus tardives de Barks, Picsou n'est jamais complètement héroïque. C'est un personnage complexe dont l'avarice reste un défaut, et donc son crime de haine dans Bombi le zombie n'est pas une erreur que Barks regrettait. C'était un élément à part entière de Picsou, une facette plus sombre qui reflétait une réalité. Par contre, il n'avait pas particulièrement de jugement moral là-dessus. Comme il le dit quand il parlait de l'exploitation par les capitalistes, ces choses-là ne le dérangeaient pas. Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant, et sans jugement de valeur sur Karl Barks ou les personnes de l'époque qui pensaient comme ça. Faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait une vraie bataille idéologique entre le capitalisme, le communisme, le socialisme, le libéralisme, etc. Et lui, il était clairement du côté capitaliste, mais sans avoir d'illusions, comme le dit le Tropper. Et c'est intéressant de voir ce qu'il a mis de lui-même, de ses idéologies dans Picsou, et ce qu'il en a fait en fait. C'est toujours intéressant à voir, et ça nous permet de mieux comprendre le monde, et même en règle générale, là on parle de Picsou, mais c'est même en règle générale, les artistes, même si ça ne décrit pas la réalité comme elle l'était factuellement, ça décrit au moins une tendance, une ambiance de l'époque, une façon de voir le monde de l'époque. Et ça, c'est toujours cool à voir. Et en remettant dans le contexte de l'époque, effectivement, c'était la norme. Picsou est créé en 1947, inspiré d'un industrialiste du 19e siècle. Bien sûr qu'il est capitaliste, bien sûr qu'il exploite les gens pour son propre profit, bien sûr qu'il a un passé colonialiste, violent et même raciste. Faut pas oublier à quel point les richesses américaines sont construites littéralement sur l'exploitation d'esclaves africains. C'est pas anodin que Picsou ait commis un crime de haine pour s'enrichir en s'en prenant justement à des Africains. Et donc ça, c'est un de tes personnages préférés. Alors, j'adore Picsou. J'ai grandi en lisant les histoires de Picsou, mais pas celles de Karl Barks. Oui. Pas non plus celles de la série animée de 1987, ni celles des comics italiens des années 70-80. Alors moi j'ai grandi beaucoup plus celle avec les comics italiens des années 70-80, malheureusement, un petit peu avec Karl Barks, un chouïa avec la bande à Picsou, mais j'aurais beaucoup aimé avoir beaucoup plus grandi avec... Mon Picsou, c'est celui de Don Rosa. Oui. Ah, donc c'est pas celui qui commet un crime de haine? Alors... Don Rosa, c'est Quand incroyable. Don Rosa décide de compiler tous les fragments de passé parsemés dans les histoires de Barks pour raconter la fameuse saga de la jeunesse de Picsou, il fait face à un problème. En effet, en 1992, Picsou n'est plus le même personnage qu'entre 1947 et 1967. Il est devenu plus héroïque, ce n'est plus un antagoniste ou un anti-héros. Il est honnête, travaille dur, et donc il n'a plus rien à voir avec le Picsou qui avait brûlé un village en Afrique. Donc on peut supposer qu'il a fait comme dans la série d'animation et qu'il a simplement décidé d'effacer ce passé sombre du personnage. Je pensais qu'il allait en parler, mais je vous explique vite fait ce que c'est la jeunesse de Picsou. Bah en gros, c'est Picsou quand il était jeune.
Non, blague à part, c'est vraiment, on commence à sa jeunesse, quand il a gagné son premier dollar, jusqu'à quand il est devenu vieux et quand il rencontre Donald, etc. Et c'est vachement bien. Un de ces quatre, il faudra vraiment que je m'achète son intégrale parce que c'est vraiment génial. Vraiment, si jamais vous avez jamais essayé, juste lisez une ou deux histoires, c'est trop cool. Dans le chapitre 11 de la jeunesse de Picsou, notre héros est déjà devenu riche. Mais il est encore loin de la place de canard le plus riche du monde. Ses aventures l'ont endurci et il commence à devenir impatient. Sa fortune ne va pas se faire toute seule. Il commence à abandonner l'idée de gagner de l'argent honnêtement et se dit qu'il peut enfin se permettre de tricher un peu. Sous les yeux choqués de ses sœurs, il arnaque un chef de tribu, puis s'en va négocier avec le sorcier du village, qui s'appelle Oulalala. Oui, voilà, donc l'Afrique, quoi, les tribus, le sorcier oulalala, c'est super raciste, je vous l'accorde. Bref, Oui. Picsou se fait rejeter et humilier par le sorcier. Rouge de colère, il commet l'irréparable. Il engage un groupe de brutes pour brûler le village, puis se déguise pour arnaquer le sorcier. Celui-ci lui jette la malédiction de Bombi, mais le véritable coût qu'il paye pour ce crime, c'est que ses sœurs l'abandonnent, ne pouvant supporter ce qu'il a fait. Fil en aiguille, cet acte le mène effectivement à devenir le canard le plus riche du monde, mais également à éloigner tous ceux qu'il aime de lui. Ainsi, il passe les 17 années suivantes seul, aigri, exactement comme on l'avait rencontré en 1947. C'est juste brillant. Je suis désolé, Don Rosa est un putain de génie. En fait, ça montre à quel point l'argent corrompt. L'argent corrompt quand elle devient trop important. Alors évidemment, on est dans un monde où on a besoin d'argent. Évidemment que c'est cool de pouvoir subvenir à ses besoins grâce à l'argent. C'est cool de pouvoir se payer des trucs et de pas être dans la dèche. Mais le problème, c'est que quand l'argent devient le principal, t'en oublies tout le reste. T'en oublies tes valeurs, t'en oublies ta famille, t'en oublies tes amis, t'en oublies ton amour aussi, parce qu'il va en parler après, mais il a perdu sa meuf aussi à cause de ça. Ce que j'aime bien avec Picsou, à ce niveau-là, c'est qu'il montre à quel point l'argent ça corrompt, à quel point l'argent c'est une drogue en fait quand tu deviens riche. Faut jamais l'oublier ça, que l'argent, quand tu deviens riche, plus t'en as, plus t'en veux, plus t'as peur de le perdre. Et Picsou le montre totalement. Don Rosa a donc fait le choix de conserver cet élément et d'en faire la clé de la chute du personnage. Il laisse Picsou commettre le crime de haine et en payer les conséquences. Il en fait ainsi une véritable leçon, en apportant un jugement moral sur les actions de Picsou, ce que Barks se refusait de faire. S'il faut le préciser, Don Rosa est publiquement démocrate et a ouvertement soutenu le candidat socialiste Bernie Sanders en 2016 et en 2020. Donc vraiment socialiste un minimum, pas Joe Biden quoi. Clairement pas aligné avec les opinions politiques et idéologiques de Barks. Ce qui lui a permis de faire ce que la série de 2017 a évité, c'est-à-dire se réapproprier le passé du personnage. Ainsi, il se sert de l'aspect politique non pas pour faire un tract de propagande, mais pour raconter une meilleure histoire, au service des personnages. Là où c'est intéressant, c'est que ça montre deux approches sur la façon de gérer les erreurs du passé. Doit-on les effacer ou les affronter? Dans le passé, il y a eu des trucs pas ouf. Ah bon? Genre beaucoup. Ouah, vite fait, t'exagères, il y a eu quelques petits trucs, mais vraiment anodin quoi, vraiment vite fait. Et je pense que même Karl Barks pourrait pas me contredire. Il est né en 1901, il a connu les deux guerres mondiales, puis la guerre froide. C'est plutôt normal qu'il ait trouvé que tout était mieux avant 1910. Mais justement, son présent décadent, c'est notre passé à nous. Avant 1910, les gens disaient que c'était mieux en 1850. Et en vrai, c'était mieux avant, on le disait déjà dans la Grèce antique. C'est juste de la nostalgie, un phénomène psychologique connu et étudié, et qui pose problème. Ah oui, littéralement d'ailleurs, dans la Grèce antique, on le disait déjà, je crois que c'est... Alors je confonds toujours Platon, Aristote et l'autre, mais c'est l'un des trois qui disait que l'Iliade, l'Odyssée et tout, c'était une perte de temps et que ça corrompait la jeunesse et que c'était mieux avant. Donc déjà, on le disait à l'époque. C'est juste de la nostalgie, un phénomène psychologique connu et étudié, et qui pose problème. Parce qu'elle empêche d'avoir un regard critique sur le passé. La richesse d'hommes comme Carnegie, elle aurait été impossible sans exploitation des autres, sans violence. Il n'aurait pas pu devenir l'un des hommes les plus riches du monde en étant simplement plus malin que les petits malins. Il s'est enrichi sur le dos de la classe ouvrière, sur les immigrés, sur les descendants d'esclaves, comme tous les milliardaires. Oui, tous, Christine, tous. Et ça, faut jamais l'oublier. Et le passé, on doit le regarder avec objectivité, un minimum. Déjà, dans un romantique, on a trouvé des patterns de jeunesse rebelle actuels comme des tags sur des bâtiments publics. C'est dire, ah ouais, non, mais ça m'étonne absolument pas. En fait, le passé, faut le prendre en compte dans ce qu'il est, dans les bons et les mauvais côtés, parce que sans ça, on peut pas avancer. On peut pas vraiment avancer et changer les choses qui allaient pas bien dans le passé, c'est logique. Au lieu de se dire non mais c'était mieux avant, mais bien sûr c'était mieux avant t'étais jeune, avant t'avais un regard d'enfant ou un regard d'ado ou un regard d'adulte jeune, mais avant tu pouvais marcher sans avoir mal à la hanche, avant t'avais pas ta prostate qui te faisait souffrir, évidemment que c'était mieux avant, pour toi, mais pas pour le monde. Je suis désolé mais je pense que les homosexuels, les noirs, les minorités en général d'ailleurs, je pense pas qu'ils disent que c'était mieux avant. Je pense pas que les Algériens pensent que dans les années 50 c'était mieux avant. Alors quand on les représente en fiction,
fiction, et surtout en fiction visant les plus jeunes, on a deux approches possibles. La première, c'est celle de la série d'animation de 2017. C'est de réinventer les personnages en faisant abstraction des facettes les plus sombres de ce passé. C'est présenter Picsou comme ayant grandi dans un monde lisse, sans violence, sans exploitation, sans crime de haine. Un monde dans lequel, en étant vertueux, on peut devenir le canard le plus riche du monde. Qui est faux, c'est ça le problème. C'est que c'est mignon tout plein, c'est gentil, tout ça. Mais ça, c'est le genre de vision qui est pertinente pour les petits enfants. Pour des dessins animés, des livres, ce que tu veux, des œuvres faites pour les maternelles. Parce que oui, un maternel, il faut lui donner une construction du monde simple, facile à comprendre et optimiste. Parce que si tu lui mets des trucs de dooming dès l'époque, il va se suicider à 4 ans quoi. Mais la bande à Picsou, c'est pas un truc pour les maternelles, c'est un truc d'abord minimum pour les primaires et qui va jusqu'à l'âge adulte. Donc tu peux pas faire ça dans le sens où lycée à ce point, ça donne pas un point de vue un minimum objectif et surtout ça fait pas réfléchir sur le monde. Et c'est aussi à ça que ça sert les dessins animés, aussi réfléchir sur le monde. D'ailleurs, on ne voit jamais vraiment de pauvres à Canardville. Alors je suis peut-être chiant, sans doute. Non. Mais pour moi c'est Donaldville. Je sais que c'est une plus mauvaise traduction de Duckburg, mais ça sonne vachement mieux quand même. Cette première approche, elle efface tout ce qui est sombre, tout ce qui ne convient pas, et par la même occasion, elle efface les erreurs du passé. En opposition, dans la jeunesse de Picsou, on intègre les erreurs du passé dans la nouvelle interprétation du personnage. On leur donne des conséquences, on leur appose un jugement, via notre regard moderne. On montre des pauvres qui viennent mendier auprès de Picsou. On affronte le passé et on apprend de lui. Et cette dichotomie n'est pas illustrée qu'avec Bombi. Dans la bande à Picsou par exemple, les parents de Picsou sont immortels grâce à une malédiction. Picsou peut toujours aller leur rendre visite quand il veut. Dans la jeunesse de Picsou, malgré l'existence de fantômes, il meurt. Et c'est tout. C'est la vie. Bah non, Lol. c'est la mort. Dans la jeunesse de Picsou, notre héros rencontre et tombe amoureux de Goldie, mais il n'est jamais capable de l'assumer, d'affronter ses émotions, et il la perd dans sa quête de richesse. L'aseptisation en prenant les gosses pour des abrutis, c'est assez lourd. Imagine, tu fais une série Disney Plus sur Kingdom Hearts en effaçant toute la profondeur et la semence de Roxas. J'ai pas joué à Kingdom Hearts, donc je peux pas dire, mais j'imagine le délire. Et après, il y a une différence, je trouve, entre des séries comme Belle et Sébastien, Princesse Sarah et tout, qui nous donnaient envie de mourir, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est peut-être un peu trop lourd, et des séries ultra aseptisées comme La Patte Patrouille, et encore La Patte Patrouille, c'est pour les tout petits. En vrai, moi, ça me dérange pas, mais comme la bande à Picsou version 2017, il y a quand même un équilibre à faire entre les deux. On peut faire comme a fait justement Don Rosa, on peut faire par exemple comme a fait Et Arnold, qui est une très bonne série pour les enfants, mais qui donne des points de vue, qui donne des matières à réfléchir sans pour autant traumatiser les enfants. C'est ça le truc, c'est que se servir des erreurs du passé, se servir de l'environnement, que ce soit culturel, social, politique, etc., permet aux enfants de mieux appréhender le monde et permet aux artistes de mieux exploiter la matière première qu'ils veulent utiliser pour leur œuvre de fiction. Ça me semble logique. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est sérieux et super bien équilibré en termes de visuel et narratif. Par exemple, Avatar, c'est un excellent exemple. Ou même, il en a parlé tout à l'heure, Gravity Falls, c'est un autre excellent exemple de dessin animé qui est super cool à ce niveau-là. Pour arrêter de prendre les enfants pour des cons. Il y a un équilibre à faire entre les traumatiser et faire un truc ultra lisse, mais ça, c'est aux auteurs de le faire. Dans la série, elle est toujours là, genre un épisode sur 3. On a une version du personnage qui a connu des peines, qui a des regrets, et une autre où tout va toujours bien. Et comment tu veux que les enfants, ils avancent? Comment tu veux que les enfants, ils comprennent les morales? Comment tu veux que les enfants... Et encore une fois, là, je parle pas des petits enfants, qui est un autre délire, mais les primaires, voire les collégiens. Comment tu veux qu'ils comprennent que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de l'adversité, il faut aller au-delà, tout ça, si jamais le héros ou l'héroïne a toujours tout ce qu'il veut? Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes que les gens évoquent avec les isekai. Alors les isekai, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un type de manga, light novel, etc., d'animé, où en gros c'est une personne de notre monde qui va dans un monde parallèle, en mode souvent heroic fantasy. Et le gros problème que les gens ont avec les isekai en règle générale, c'est pas le fait qu'ils aillent dans un monde parallèle, c'est un peu le fait qu'ils se ressemblent un peu tous, ce qui est pas totalement faux, mais c'est surtout que c'est trop fanfiction, en mode le héros il est toujours beau, il est toujours intelligent, il est toujours super fort et il a jamais de problème, et du coup il y a pas d'adversité, et sans adversité il y a pas de victoire. Et ça c'est un problème, et c'est un problème avec certains dessins animés, certains films où il y a pas de pertinence, il y a pas de propos, il y a rien, c'est du vide, c'est juste oulala, regardez, on fait bouger des clés, il y a des jolies images et c'est cool. T'imagines Batman, genre il y a personne qui l'emmerde jamais, ou Spider-Man qui se fait pas emmerder par J. Jonah Jameson, Spider-Man qui a pas une partie de New York contre lui, Spider-Man qui a pas ses problèmes d'étudiant un peu paumé, qui doit jongler entre son travail étudiant et le fait d'être un super-héros, juste Spider-Man qui galère pas dans la vie, bah ça donne les films de Tom Holland et c'est un peu, je dirais pas de la merde parce que je suis pas méchant, mais on y est presque, hein. C'est trop lisse.
n'y a pas d'enjeu. Peu importe l'erreur qu'il a commise, ses conséquences ne sont jamais vraiment permanentes. Alors la question finale que je veux poser, c'est quel regard devrait-on avoir sur le passé? Est-ce qu'on devrait réécrire une version complètement édulcorée de la réalité, où personne n'a jamais fait d'erreur et où rien n'a de conséquences? Est-ce qu'on crée l'illusion d'un passé où tout était mieux parce que la vérité nous dérange? Ou bien est-ce qu'on intègre le passé, bon ou mauvais, dans notre identité? Est-ce qu'on ouvre les yeux sur ce qui ne va pas pour apprendre de nos erreurs? Est-ce qu'on regarde la bête droit dans les yeux et on essaye de faire mieux? Le faire mieux, toujours excellent, le Trooper, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et en fait, cette question qu'il pose par rapport au passé, est-ce qu'on doit l'édulcorer, est-ce qu'on doit se mettre des œillères vis-à-vis des problèmes du passé, ou est-ce qu'on doit l'affronter en face? En fait, c'est exactement, il le dit pas parce que lui, même s'il est politisé, il veut pas aller à fond là-dedans, et je respecte ça parce que c'est pas son combat, chacun son combat. Mais en gros, là, ce qu'il pose comme question, c'est vous voulez la droite ou la gauche? Est-ce que vous voulez l'extrême droite qui fantasme le passé, qui dit non mais c'était génial le temps des croisades, ou non mais c'était mieux avant, ou est-ce que vous voulez la gauche qui regarde les problèmes en face et qui dit bon, il y a ça comme problème, on a merdé sur tel truc historique, on a merdé sur machin, mais faut qu'on arrive à aller au-delà. C'est des questions qu'il faut se poser. Et peu importe le domaine, en règle générale en art, il faut se poser des questions sur comment on adapte de façon contemporaine. Parce que, par exemple, t'imagines les James Bond, ils seraient restés comme à l'époque de Sean Connery aujourd'hui? Alors déjà, il y a des trucs où, que ce soit sexisme, que ce soit fumer des clopes, que ce soit le je dis presque parce que elle finit par kiffer ça, mais le presque purple de l'ère Moore, je crois, de l'ère Roger Moore, ce genre de truc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est mieux qu'il n'y en ait plus. Et peu importe la série, on parle de David Tennant, Doctor Who. Doctor Who, il y avait pas mal de trucs qui, certes, pour l'époque étaient progressistes, mais aujourd'hui qui paraissent arriérés dans les premiers Docteurs. Et d'ailleurs, il y a une blague avec ça, avec Capaldi dans l'un des épisodes de Noël. Et c'est même pas que une blague, c'est tout le propos de l'épisode. Et c'est ultra intéressant. C'est pour ça qu'il faut se poser des questions, qu'il faut pas éduquer le passé, qu'il faut pas le fantasmer, parce que sinon, on n'avance pas. Au mieux, on tourne en rond, on reste en place, et au pire, on régresse. Et je pense pas que ce que vous ayez envie, c'est régresser. Tout va bien.